autour des alternatives. Ça va être des manifestations de soutien, et je pense que là la question elle se pose aussi pour nous sur la manière dont on intervient sur l'extérieur, notamment dans l'espace des villes, la radicalité qu'on peut y porter et qui est pas toujours la même pour tout le monde, mais comment on peut comprendre notre façon d'intervenir et aller dans le même sens, même si on a des modes d'intervention différentes. Je pense que ça, c'est arrivé, il y a une compréhension à Notre-Dame-des-Landes qu'on n'a pas forcément toujours ici, mais il faut comprendre que toutes les composantes d'une lutte sont importantes pour que cette lutte soit gagnante. Après, la question qui va se poser, ça va être plus avec les gens qui sont encore dans le monde du travail, qui ont encore d'autres préoccupations. Et donc pour moi, si ces modes-là, si ces différentes questions ne sont pas posées de façon conjointe, les alternatives, elles ne vont pas déborder du capitalisme, elles ne vont jamais pouvoir proposer autre chose et être dangereuses pour le capitalisme. Je vais arrêter parce que je sens que ça s'énerve. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'État a peur qu'il y ait une nouvelle ZAD qui se recrée au testé. L'État intervient de façon hyper violente et militarisée en tuant et en mutilant des militants et des manifestants. C'est que non seulement il y a des modes de vie différents qui se proposent, il y a un renversement d'une forme de gouvernance qui s'expérimente, et il y a des zones sans police, sans justice instituée. Et alors justement, j'ai lu le dernier communiqué d'Hervé Kempf là-dessus, dans le cadre du soutien des militants de la Confédération paysanne qui sont intervenus sur l'usine des 1000 vaches. Donc je partage tout à fait votre analyse, sauf qu'évidemment à la fin vous dites que vous souhaitez une bonne police et une bonne démocratie. Donc moi c'est là-dessus que je voudrais vous interroger. Donc qu'est-ce que vous entendez par bonne police? Est-ce que vous ne pensez pas que la police elle fait partie intégrante de la gestion de l'État qui lui-même est là pour maintenir l'ordre établi et qu'il n'y aura jamais de bonne police? J'ai eu une prise de parole là, et ensuite c'est toi, et après on reprend Hervé et Mathieu. Tiens, Mathieu. Oui, merci Mathieu de me donner la parole avant Mathieu. Du coup, je vais commencer par me présenter en fait pour respecter les principes de la communication non violente. Donc, moi, je suis Mathieu, je suis occupant à la ferme des Bouillons. Enfin, je me considère comme occupant de la ferme des Bouillons. Et donc, vivant dans une alternative au capitalisme, c'est ce qui motive ma présence ici. Et donc, je me suis rendu à Notre-Dame-des-Landes par le passé, et puis à Sivens récemment, et sur d'autres lieux d'alternatives ou de contestation du capitalisme. Et donc, moi, personnellement, j'ai envie de vivre dans une alternative. Du coup, je voulais revenir un peu sur la question qui était posée ce soir sur les alternatives peuvent-elles renverser le capitalisme, parce que en fait c'est quand même moi une des raisons pour lesquelles je viens ici, quoi. Mon but c'est quand même de renverser le capitalisme et de mettre en action des moyens matériels pour que ça soit plus possible. Donc j'ai bien conscience aussi de la limite que ça peut avoir en fait d'être l'alternative en elle-même, en fait elle est minoritaire par définition puisqu'elle est l'alternative. Mais en même temps, elle montre un exemple. Et en ce sens, je suis attaché en fait à la démonstration par l'exemple. On fait quelque chose, on montre que c'est possible, et en fait, avant de le faire, on ne savait pas que c'était possible, et puis on le fait, ça devient possible, et d'autres gens voient que c'est possible. Et ici, au Bouillon, on réalise des choses qui, a priori, pour la majorité des gens, ne sont pas possibles. On a une association avec des milliers de bénévoles, on a une vie économique en dehors du capitalisme qui existe, qui se réalise et qui est un exemple concret que tout le monde peut toucher. Chacun peut venir acheter des légumes ici, et donc en ce sens-là, les alternatives sont, c'est ce qu'on recherche dans l'alternative, c'est que ce soit un modèle vivant qui va se passer une fois que le capitalisme sera tombé. Mais il y a aussi une étape de
aussi ce qui se passe à Sivens et ce que matérialisent les échanges violents avec la police, c'est aussi qu'à un moment donné, il faut faire rompre les remparts de Babylone. Enfin, c'est un peu... voilà, il y a le pouvoir et donc il faut s'y opposer, il faut, ne serait-ce que symboliquement, montrer qu'on s'y oppose. Et donc ces deux choses-là, enfin, je me retrouvais beaucoup dans l'analyse que tu disais tout à l'heure, Mathieu, entre le paysan, le soldat et le penseur. Ces trois figures sont indispensables et elles peuvent être incarnées par n'importe qui d'entre nous, mais chacun doit le prendre. Donc pour recoller un petit peu la question, et puis aussi pour que vous puissiez nous faire part de votre expérience et de votre connaissance un petit peu de ce que vous avez de votre travail, quoi, c'est... je me demandais en quoi des alternatives comme les bouillons, comme la ZAD, comme le testé, ont une force normative pour la société, c'est-à-dire qu'elles commencent par rentrer par les médias. Il y a des gens qui n'acceptent pas que des choses soient décidées par le capitalisme et par la pseudo-démocratie qui nous gouverne, cette voie d'entrée. Ensuite, on a des gens qui font autrement et qui se débattent dans le capitalisme pour faire autrement. Et ensuite, on a des gens aussi qui nous quittent parce qu'ils savent, parce qu'ils ont compris. On a eu des intervenants super ce week-end, par exemple sur les coopératives intégrales, qui sont quand même des alternatives au capitalisme, qui ne s'affranchissent pas totalement des problèmes matériels, mais qui, en tout cas, dans l'organisation humaine, nous amènent des solutions concrètes. Pour nous, ici au Bouillon, si on veut déboucher sur quelque chose, une fois qu'on aura acquis le capital foncier, etc., et qu'on aura quelque chose, après, qu'est-ce qui se pose comme question ? Une fois que la ferme est à nous, qu'est-ce que... Enfin, voilà. Donc ma question, elle est vraiment plutôt sur... aujourd'hui, tout ce qui se passe partout en France, ces alternatives, et les gens qui essayent d'unifier cette logique des grands projets inutiles, etc., est-ce qu'ils ont une force normative ? Est-ce qu'il y a des gens de la classe moyenne qui se disent ouais, mais quand même, les écolos dans leur coin, finalement, est-ce qu'ils n'avaient pas raison ? Voilà. En quoi ça dépasse ? En quoi l'alternative devient exemplaire ? En quoi elle va apporter une réponse ? En quoi les gens se retrouvent là-dedans ? En quoi ça devient un mouvement de masse ? Il y a beaucoup de choses qui se discutent et ça nécessiterait de consacrer beaucoup plus de temps. Moi, j'ai fait partie de la poignée de personnes qui sont rentrées dans la ferme il y a 2 ans. Et quand on a décidé d'occuper, j'étais intimement persuadé, quand les copains m'ont proposé, qu'on ne tiendrait pas plus de 3-4 jours et qu'on se ferait virer par les tuniques bleues. Et en fait, au bout de 2 ans, on est toujours là. Et je crois que dans notre expérience de la ferme des Bouillons, comme dans celle de Notre-Dame-des-Landes, ou dans toute une série d'autres luttes, c'est que c'est une leçon de choses sur un certain nombre de points. Alors, le premier point, c'est que oui, il est possible aujourd'hui de résister. On a accumulé pendant des années et des défaites, et l'idée qu'on a essayé de nous rentrer dans le crâne, que de toute façon, c'était pas la peine de lutter, on perdait d'avance. Et je crois que la première chose dans ces expériences, c'est que oui, il est possible de lutter, mais que pour que cette lutte, elle continue et qu'elle résiste de manière convenable, eh bien, il faut arriver à la transformer en un phénomène majoritaire. Aujourd'hui, si on est toujours ici présent dans la ferme des Bouillons, c'est parce que la poignée qui a occupé la ferme au début a été capable de, par ses initiatives, par son travail de conviction, par toutes les luttes qu'on a pu mener, de rendre le phénomène des Bouillons comme un phénomène majoritaire dans la région, où ceux d'en face se sont aperçus que, dans un certain nombre de cas, alors les choses ne sont pas acquises évidemment, mais s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup à perdre si jamais ils s'attaquent de manière frontale à la ferme des Bouillons. Et je crois que c'est l'expérience qu'on a de toute une série de luttes tout de suite, sur la capacité qu'on a eue de pouvoir montrer qu'on pouvait résister, et aussi qu'on va peut-être pouvoir gagner. Alors, les victoires aujourd'hui, elles sont fragiles. Tu as parlé tout à l'heure des OGM, c'est une victoire plutôt fragile. C'est-à-dire, pour l'instant, ils ne se sont pas répandus en Europe, mais toutes les décisions qui sont en train de se prendre, y compris comme les conséquences du TAFTA, par exemple, montrent que cette victoire, elle n'est pas éternelle, je crois. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est sur la question de la démocratie. Alors, il faut éviter d'avoir un faux débat, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut regarder le contenu qu'on donne dans ce mot, parce qu'on est dans une situation où on galvaude à peu près toutes les expressions, et finalement on utilise n'importe quoi, n'importe comment, et du coup on ne sait plus de quoi on parle.
Je vais vous donner un exemple qui pourrait illustrer ce que disait Mathieu. Il y a quelques jours avant que le Conseil général du Tarn vote la suspension pour combien de temps, on n'en sait rien des votes, ils interviewaient quelqu'un du Conseil général et il disait si le vote a lieu à bulletin secret, il n'y aura pas arrêt des travaux, on continuera les travaux, mais si le vote a lieu à main levée, alors les travaux seront arrêtés. Ça vous donne une idée, de la qualité des élus qui sont dans ce conseil, de leur courage politique et de ce que c'est que la démocratie, au sens où tu le disais tout à l'heure, de l'institution, etc. Mais par contre, dans les différentes luttes qui ont été menées, je crois qu'il y a un exemple de, oui, il y a la possibilité de travailler ensemble avec toutes nos diversités, et que le slogan qui est à Attaque, dont je fais partie, d'autres mondes ce possible, et oui, on peut aujourd'hui commencer à les construire sans se faire d'illusions que ça va se réaliser. Mais les expériences qui sont menées sont d'autant de richesse pour l'avenir qui permettront, quand les choses se débloqueront éventuellement à un certain nombre d'endroits, on pourra peut-être avancer de manière beaucoup plus efficace en tenant compte évidemment de ce qui s'est passé dans le passé, des erreurs, des crimes qui ont été commis, etc. Et le troisième point que je voudrais dire qu'on a appris dans cette lutte, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de se regarder qui on a en face de nous. Alors j'ai été à Amiens il y a quelques jours avec mes amis de la Confédération paysanne, justement pour les soutenir au moment du procès. Je crois qu'il faut se rappeler que même si on est fort, même si on est majoritaire, eh bien on a un appareil qui est en face, qui est prêt à faire tout pour garder le pouvoir. On l'a connu au moment du traité constitutionnel, où on était majoritairement contre ce traité, on nous l'a imposé. Il y a d'autres peuples, on les fait voter même jusqu'à ce qu'ils votent, ce qu'il faut faire voter. Donc ça, c'est une image de ce qu'on essaie de nous faire. Et aujourd'hui, la force de répression, alors on a connu les événements tragiques au Testé, mais c'est aussi le procès contre les militants de la Confédération paysanne, la criminalisation de tous les mouvements sociaux aujourd'hui, où on voit que la FNSEA peut incendier, détruire la mutualité sociale agricole à Morlaix. Et pour l'instant, il n'y a strictement aucune poursuite contre eux, mais que 9 militants de la Confédération paysanne démontent sans aucun saccage, ça c'est inacceptable pour ce qu'on a en face. Et aujourd'hui, il faut se rappeler qu'on a l'appareil d'État qui est armé contre nous. La manifestation qui a eu lieu vendredi soir à Rouen, qui n'était pas dangereuse, tout le quartier était cerné par les Robocop. C'était quand même absolument une démonstration de qui on a en face de nous, dont il faut tenir compte dans nos luttes aujourd'hui. Donc il nous reste un quart d'heure. Hop là. Et je suis toujours là. Tu veux bien commencer et puis... tu préfères commencer? Parce qu'il y a beaucoup de choses, alors... bonne chance. Écoute, je vais essayer de répondre mais pas plus d'une demi-heure pour à chaque question. T'as 7 minutes. Ah, c'était une plaisanterie. Et j'en ai mangé déjà une. Alors, tu vois, la première question, c'est sur la lenteur. Donc, on va prendre le temps d'y répondre. Ouais, c'est bien. Voilà. Questionner les gens au bas de l'immeuble. En tant que journaliste, je suis 100 fois d'accord avec ça. Je ne sais pas qui a parlé, en fait. Bon, peu importe, elle était par là. Journalistiquement, c'est ce qu'on veut faire aussi. C'est paradoxalement très difficile de refaire et de redonner à cette parole, enfin redonner déjà, vous voyez le terme, de permettre d'émerger ce type de parole. Mais je crois que c'est extrêmement important parce qu'il y a une intelligence collective qui est beaucoup plus forte qu'on peut l'imaginer. Et quand je dis qu'on peut l'imaginer, c'est ce qu'imagine ce qu'on nous met dans la tête. Voilà les médias dominants et même ici on ne peut pas être totalement indemne de ce qu'on entend, etc. Capitalisme fondé sur la propriété privée. Ouais, je suis à nouveau tout à fait, c'était bien de le dire, il est à nouveau parti. Alors, ah ouais, pardon. Je suis tout à fait d'accord, oui bien sûr, il faut le dire, c'est une question essentielle. Et d'une certaine manière, par rapport à la question de départ, les alternatives peuvent-elles renverser le capitalisme? Si
on n'arrive pas à la question de la superstructure, alors là je l'emploie en termes marxistes, à la question de l'appropriation des moyens de production, de tout ça, du monde qui est. On passe à côté de la... C'est ce que je voulais dire avec cette histoire de jardin et de Candide, mais vous avez tout à fait raison. C'est oui, il faut toujours reposer cette question de l'appropriation à nouveau frais, précisément parce que, et c'est là que la notion et la discussion autour des biens communs est essentielle, parce qu'on ne peut pas le refaire sur le mode de la nationalisation, j'allais dire à l'ancienne, mais là, comme j'ai que maintenant 5 minutes 24 secondes, je ne rentre pas, mais vous voyez la piste dans laquelle on va, mais effectivement, que ce soit par les biens communs, par d'autres, reposer la question de la socialisation, appropriation, communisation de nos biens communs est absolument crucial et tout à fait OK pour l'avoir rappelé. Le régime politique. Logique numérique. Alors ça appelle quelque chose, et là peut-être un vrai différent, et c'est là que là le point de vue écologique, enfin, je ne sais pas si j'exprime le point de vue écologique, donc j'exprime le point de vue écologique tel que moi je le comprends. Voilà. C'est qu'il y a un universel. Il y a un universel de la biosphère, il y a un universel de la planète, on appelle ça comme on veut, mais il y a un universel du monde vivant. Et qui est précisément que, alors c'est pas apocalypse, paradis, c'était, non mais c'était, tu vois, ce qu'on se pose, et ce que pose la question, ce que pose le mouvement écologiste, ce que posent les penseurs écologistes, ce que pose l'interrogation écologique depuis le début, au moins une bonne quarantaine d'années, mais c'est où allons-nous? Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est la destruction de ce monde. Et ça, c'est un monde commun. Et je dirais même, c'est d'autant plus un monde commun qu'à la fois maintenant, par le changement climatique, par l'érosion de la biodiversité, par même la pollution généralisée des écosystèmes, y compris celle des océans, mais la question du monde commun se pose à nous de manière très concrète. Et donc, si c'est un universel, ou alors tout ce que nous disent les scientifiques et la façon dont on comprend la question écologique est à balayer. Point de vue que je ne partage pas. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans ce mouvement historique de la globalisation, de la mondialisation, qui fait que quand même, pour 1000 raisons que là on n'a vraiment pas le temps d'analyser, mais nous formons une société politique commune. À la fois parce que par la communication, par les échanges, par mille choses, on a une communauté avec les Chinois, avec les Guatémaltèques, avec... ça ne veut pas dire qu'on vit de la même manière, qu'on partage les mêmes intérêts, mais une communication, une connaissance mutuelle extrêmement forte, et donc des représentations communes sur beaucoup de points communs, y compris même si c'est une représentation commune qui passe par l'univers de la marchandise, de la publicité, etc., et que aussi émerge de façon assez claire la question politique de comment est-ce que cette nouvelle société humaine, et ça c'est quand même quasiment la première fois dans l'histoire que l'humanité peut se penser vraiment en tant que société, se trouve confrontée à une question politique, c'est comment est-ce qu'on fait face à cette dégradation rapide et dangereuse de cet univers commun qui est l'univers physique, naturel, etc. Après, il faudrait les mots pour raffiner tout ça, mais je crois que la question de l'universalisation, non pas en termes de morale, etc., même si là aussi on pourrait partir dans beaucoup de discussions, mais il y a une question universelle qui se pose, et qui se pose à une société humaine qui est aujourd'hui une. Et c'est sans doute aussi ce qui rend absolument passionnant le rapport du local au global, le rapport... Enfin, je ne rentre pas parce que là, ça prendrait tout le temps. Et voilà, je voulais juste poser cette question, au moins pour alimenter un débat ultérieur éventuel. Bon, après, tu vois, voilà, on est dans la lenteur, là. Oui, il y avait une question sur la police, alors je me suis senti interpellé. Bon, on a beaucoup bossé quand même cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je trouve le principal boulot qu'on a fait sur Reporter, c'est quand même de sortir les témoignages et les photos d'Isabelle Rimbert. Et puis, ça a été un travail collectif sur la ZAD du Testet qui a été la première, je dirais pas preuve, mais en tout cas indice très fort que c'est la police qui avait tué Rémi Fraisse. Et je pense rétrospectivement, après cette semaine un peu folle qu'on a vécue, que c'était extrêmement important. C'était extrêmement important parce qu'on a empêché que ce soit la parole de la police et du pouvoir qui arrive à noyer ça. Voilà. Après, moi, je ne fais pas de communiqué, je suis journaliste, je fais des articles. Et éventuellement, je me demandais ce que vous vouliez dire. J'ai publié le même jour aussi un éditorial qui était un crime du pouvoir socialiste. Pour dire de manière très clairement que même dans l'hypothèse, parce qu'on ne pouvait pas l'assurer avec une totale certitude en ce lundi matin, même dans l'hypothèse où ce n'était pas la police qui avait tué Rémi Fraisse, la façon même, tout l'enchaînement qui avait été fait autour de l'affaire du Testet, la violence à tout niveau qui s'était exercée
avait conduit à cette mort. Et donc je désignais très fort, voilà, donc ces mots-là. Après, je ne retiens pas l'article par cœur. Ça m'étonnerait que j'ai employé le terme de bonne police, donc je vais le relire, on va le relire tous les deux. En revanche, s'il faut dire que dans la société dans laquelle on est, qu'il puisse être utile quand même de dire aux fractions de l'oligarchie, aux fractions du système qui ne sont pas totalement contaminées ou imprégnées de l'évolution autoritaire, qui est en fait une évolution pré-fasciste, hein, mais voilà, que nous sommes en train de vivre, je crois qu'il est utile aussi, malgré tout, de rappeler à un certain nombre de gens qu'il y a des procédures, la police existe dans le monde tel qu'on est, il y a des forces de police, il y a des procédures, il y a des justices, et peut-être était-il aussi possible de rappeler avec ces mots qu'il y a des règles à respecter. Peut-être c'est un peu pieux, mais dans cet univers, ça me paraissait nécessaire de le rappeler. Voilà, après, écoute, là je vais déborder les 7 minutes. Sur les victoires, à nouveau, 100 fois d'accord pour le rappeler. Et la question de l'exemplarité, si, ça c'est aussi important, parce que derrière la victoire, alors une fois de plus, elles sont extrêmement fragiles, hein, je suis d'accord, sur les OGM, sur le gaz de schiste, c'est pas gagné, ils reviennent toujours, ils veulent rien lâcher, mais en même temps, on peut voir des choses qui se dessinent. Et ce qui est intéressant, très rapidement, et je finis là-dessus, excuse-moi, c'est qu'à la fois dans la bagarre qu'il y avait eu sur les OGM, ce qui est monté rapidement dans ces années 90 et 2000, c'était que tout de suite, le discours anti-OGM s'est construit en un discours pour, et à reposer la question agricole de manière extrêmement forte, et à développer une alternative, c'est-à-dire une théorie, enfin je ne sais pas comment dire, parce que là je suis obligé d'aller vite, mais de manière très positive. De la même manière que dans les gaz de schiste, ça assez rapidement, quoique de manière moins nette, parce que le mouvement a gagné bizarrement très rapidement, mais ça a contribué à reposer la question de l'énergie et du climat. C'est-à-dire que ces luttes étaient très concrètes, mais locales d'une certaine manière, mais extrapolaient, généralisaient très rapidement le tableau en proposant une autre façon de faire. Et dans le local qui se passe, et par exemple une question très intéressante à Notre-Dame-des-Landes, et je voudrais vraiment y retourner pour voir où ils en sont, mais maintenant qu'on peut penser que c'est pas gagné une fois de plus, hein, ne relâchons en aucun cas la garde, etc. Mais en tout cas, il faut quand même, comment est-ce qu'on gère entre guillemets, l'espace, comment est-ce que dans l'énergie et la force qu'on a trouvée dans la lutte et qui permet de s'unir, etc., ils vont pouvoir refaire un lieu nouveau, mais d'une certaine manière, c'est aussi la problématique que vous avez au Bouillon, c'est celle qu'il va y avoir au Testet, espérons-le, celle qu'il va y avoir à d'autres endroits, c'est comment justement, une fois que la bataille est gagnée, montrer qu'est-ce qu'on peut faire de l'espace et de la façon d'être ensemble, une fois que les choses sont pacifiées. J'ai plus grand chose à dire, une réponse immédiate à ça, sur ce qu'on peut faire. Il s'avère qu'il y a des camarades à Rouen qui, après avoir participé à Semtazad, ont prévu de produire avec ce qui pousse sur place des pâtes massivement pour pouvoir les distribuer massivement en France. C'est un peu une boutade, mais c'est vrai que ce qu'il y a à faire, c'est évidemment construire des trucs. Non, sinon j'ai un torticolis vraiment très très douloureux, donc là j'ai du mal à me concentrer maintenant. Mais non, le dernier truc que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que là, c'est pas pour prendre une espèce de point de vue philosophique, mais un tout petit peu, c'est que ce qui est vraiment compliqué dans ces histoires d'environnement, d'écologie et tout ça, c'est qu'en fait ça part d'un présupposé au départ qui lui-même est catastrophique, qui est qu'il y aurait nous et l'environnement. C'est-à-dire que pour arriver à se dire qu'il faut sauver l'environnement, le protéger la nature, on ne s'est jamais demandé de la protéger, et en fait, il y a une espèce de... C'est vraiment un point de vue métaphysique, vraiment civilisationnel, qui voudrait qu'il y aurait soi et le monde, ça. Et en fait, je pense que s'il y a véritablement un désastre et une catastrophe, en fait, ce désastre, cette catastrophe, il se loge essentiellement et premièrement dans ce rapport au monde, qui est vraiment un rapport d'amputé, de voir le monde comme une espèce de chose, enfin le monde, la nature, ce que vous voulez, comme une espèce de chose extérieure qu'il faudrait soit dompter, soit exterminer, soit... Voilà. C'est vraiment là qu'est le mal premier. Et c'est pour ça que ça nous met nous dans une espèce de situation ambiguë où en fait on voudrait défendre l'environnement par exemple, alors que ce qui est en jeu c'est notre rapport même au monde qui en fait qui est problématique et amputé et handicapé. Et
Et voilà, mais ça pour dire qu'en fait, je pense que s'il y a une crise, parce que en ce moment on vit vraiment dans la crise, et on dit voilà, il y a la crise économique, la crise politique, la crise écologique, franchement, ça fait à peu près 40 ans que c'est la crise. En 72, il y avait un rapport du Club de Rome qui démontrait par A plus B que ça n'allait pas être possible, que toutes les ressources allaient être épuisées, etc. Ça fait 40 ans qu'on le sait. Et en fait, s'il y a une crise de quelque chose, c'est essentiellement une crise vraiment civilisationnelle. C'est notre rapport au monde, notre rapport aux autres, notre rapport à la vie qui est essentiellement en crise. Et ça peut être soit un désastre, soit la possibilité d'ouvrir des expérimentations inédites et plus chouettes. Bah voilà. Merci beaucoup. Ah oui, j'ai de la pub à faire. Il a de la pub à faire. J'ai de la pub à faire. Pour ceux que ça intéresse, je crois que c'est le 22, je suis pas sûr, il faut regarder sur internet. Il y a une discussion dans un restaurant collectif qui s'appelle La Conjuration des Fourneaux, qui est dans le centre-ville, sur le livre À nos amis, les comités invisibles, etc. Donc s'il y a des gens qui veulent participer à cette discussion. Non, il y a 2 semaines, c'était la soirée de lancement où on offrait des livres avec une bière. Et là, c'est la journée de discussion. Voilà, exactement. Et voilà, pour ceux que ça intéresse. Et une autre petite page météo. Voilà, et simplement pour ceux qui ne connaissent pas, Reporter, j'ai des petits papillons voilà, pour l'adresse du site. Ceux qui veulent, je peux en donner. Il y a des livres aussi, des Orbekem qui sont en vente ici, les livres de poche. C'est 7 € le... Et celui d'Emmanuel Daniel. Avant que vous vouliez, j'aimerais bien vous dire un tout petit mot par rapport à la ferme des Bouillons, parce que les débats qu'on a eus aujourd'hui à plusieurs reprises ont vraiment tourné autour de l'idée que les alternatives, elles se construisent en démocratie, en autogestion. Et concrètement, c'est ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe dans la plupart des initiatives dont on a entendu parler. C'était un peu un des cœurs du débat aujourd'hui aussi. Et du coup, la question des biens communs, elle est passée aussi, ça a été cité à plusieurs reprises. Et c'est une évidence que la ferme des Bouillons, c'est un bien commun, comme il y en existe d'autres, la ZAD ou d'autres biens communs. Excusez-moi, je ne me suis pas préparé à dire ça, mais en fait, ici, la ferme des Bouillons, comme je disais, c'est un bien commun. Et il y a un noyau de gens qui participent. Il y a des gens qui viennent régulièrement, d'autres qui viennent comme vous aujourd'hui, certains qui viennent juste pour la première fois pour voir les débats et qui participent de ce fait déjà à ce commun. Mais le truc, c'est que ça repose quand même globalement sur un noyau qui est enrichi de beaucoup de points de vue extérieurs. Mais le 18 novembre, on va faire une journée entière consacrée à la notion des biens communs avec l'association Terre de Liens et une personne de Remix the Common. Et donc la matinée, elle sera consacrée justement à définir les concepts de biens communs et de commoners, comme ils disent, donc de participants à des biens communs, d'aboutir à une forme de définition qui serait endogène à la ferme des Bouillons, parce que chaque cas est particulier, et celui de la ferme des Bouillons, c'en est un, donc quel est le bien commun Bouillon et qui sont les commoners des Bouillons. Et donc ça sera la matinée, et l'après-midi, en fait, on travaillera autour d'une frise historique de la ferme des Bouillons, dire qu'est-ce qui se passe ici, quelles sont les étapes, à quel moment les différents acteurs sont arrivés, quelles visions sont posées sur le lieu, et aussi qu'est-ce qui est arrivé à la ferme des Bouillons pour qu'un jour l'activité agricole s'arrête, à savoir la construction d'une rocade juste à côté. Qu'est-ce qui s'est passé pour que 10-20 ans plus tard elle soit rendue à Auchan, qui est le projet de démolir tout ça. Donc voilà, cette journée, ce sera un peu l'occasion de faire le point là-dessus, pour derrière continuer à inventer et à développer un projet ici à la ferme, mais aussi en lien avec d'autres initiatives ailleurs, en lien avec l'espace du Bel Évent, les 20 hectares autour, où la Créa souhaite la passer en zone naturelle également, et s'interroge à en faire un espèce d'espace de relocalisation, en lien avec la ferme des Bouillons. Donc en fait, tout ça appartient à chacun d'entre vous ici aussi, et votre présence, ne serait-ce que pour vous informer, donner votre point de vue, voire ensuite vous impliquer dans des petits groupes de travail, dans des grands groupes de réflexion. Enfin, la présence de chacun sera indispensable et donnera toujours plus de légitimité aux projets qui pourront être portés ici. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Et la suite nous appartient.